podcast des étudiants en Master Hic. En 1951, l'affaire du pain maudit bouleverse le petit village de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. En 2021, une jeune femme réouvre l'enquête sur les traces de son arrière-grand-mère. Bouge pas papy, j'y vais, ça va être le dernier camion de déménagement. Non, ne t'inquiète pas, j'y vais. Va plutôt chercher les derniers cartons en haut. D'accord, tu me dis si t'as besoin d'aide. Ah mais t'es là toi, je t'avais pas vu monter. Tu viens m'aider à porter les cartons? Ah bah ça doit être cela. Qu'est-ce que t'en penses, moustache? Je me demande ce qu'il y a dans ce carton. Des vieux vinyles de papy, le Walkman de maman, je sais pas s'il marche encore, des vieux livres, un carnet. À qui il est ce carnet? Joséphine Dumas. Il me semble que c'est la mère de papy, ça. Voyons voir. 17 août 1951. Voilà plusieurs jours que des malades avec les mêmes symptômes viennent dans mon cabinet. Il semblerait qu'il s'agisse d'une intoxication alimentaire, mais ça me paraît étrange. Alors, monsieur Didier, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Oh, c'est pas la forme en ce moment, vous savez. Puis hier, j'ai des douleurs à l'estomac. Tellement fortes qu'elles m'ont empêché de dormir. Jamais de ma vie j'ai ressenti ça. Je vois. Et est-ce que vous pouvez penser à quelque chose qui vous aurait fait mal? Ou quelque chose d'inhabituel dans votre journée d'hier? Comme d'habitude, vous savez. Je me suis levé tôt, après être allé chercher mon pain chez le petit Roche Briand, et avoir déjeuné normalement, je suis parti travailler. Oh, c'est vrai qu'il faisait drôlement chaud. Alors travailler dehors en ce temps-ci, c'est pas idéal. Le soir, ma femme avait préparé son ragoût d'agneau. Et j'ai rien pu avaler. Ma bouche était sèche et je commençais à avoir des frissons puis des bouffées de chaleur. C'est étrange parce que vous n'êtes pas le premier patient à venir me voir avec ce genre de symptômes ces derniers jours. Mais quand même, il y a quelque chose qui me contrarie. La nuit dernière, je pouvais pas dormir à cause de la douleur, certes, mais je me sentais pas en sécurité. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous vous sentiez pas en sécurité? J'entendais des voix, je voyais des silhouettes autour de moi. Pourtant, personne dans la maison. Autant vous dire que j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et votre femme dans tout ça? Est-ce qu'elle a ressenti les mêmes choses que vous mentionnez ou elle se porte mieux que vous? Je peux pas dire qu'elle était très très bien ce matin quand je l'ai laissée. Elle transpirait beaucoup et je lui ai même fait la réflexion qu'elle était très palichonne. Deux de mes confrères m'ont confirmé avoir reçu des cas similaires. À nous trois, on comptabilise déjà 50 malades, ce qui fait beaucoup. 22 août. Ce matin, j'ai croisé au marché une des soignantes de l'hospice. Après avoir échangé des banalités, nous en sommes venus à discuter de ce mal mystérieux qui touche notre commune. Elle m'a confié enregistrer chaque jour de nouvelles entrées, présentant toujours les mêmes symptômes, similaires à ceux des patients venus me voir plus tôt dans la semaine. L'après-midi, j'ai décidé de me rendre à l'hospice. J'avais l'espoir d'en apprendre plus pour me rendre compte par moi-même de l'ampleur de cette étrange maladie. Je ne m'attendais pas à avoir autant de patients. Des dizaines de lits de camp étaient installés dans la pièce. On entendait certains patients gémir de douleur, et d'autres semblaient juste absents. J'ai pu discuter avec quelques-uns, ceux qui n'avaient pas encore perdu la tête. À nouveau, tous souffraient du même mal. Douleurs gastriques, malaise, insomnie et même hallucinations pour certains. L'un d'eux m'a avoué ne pas avoir dormi depuis 6 jours. Étrangement, cela ne semble pas alarmer mes confrères. Ils accusent la chaleur du dernier jour, écrasante. Pour ma part,
je ne suis pas convaincue et je compte repasser à l'hospice les prochains jours afin de constater l'évolution des malades. 24 août. Jamais de ma vie, je n'ai été témoin d'événements aussi fous que ceux de cette nuit. C'est Lucien qui m'a réveillée en se plaignant du bruit dans la rue. Maman, il y a du bruit dehors dans la rue. Alors, C'est curieuse, bizarre. j'ai regardé par la fenêtre, ce qui causait autant d'agitation. De nombreuses personnes déambulaient dans la rue. Certaines semblaient se déplacer sans but, tandis que d'autres tentaient de les ramener chez elles. La scène avait quelque chose d'étrange, voire d'effrayant, comme si des morts vivants avaient envahi la ville. Alors après avoir recouché mon fils, j'ai décidé de sortir, pour mieux comprendre ce qui se passait. Et ce sentiment de malaise était encore plus fort dehors. Puis, un cri derrière moi se fit entendre. Un homme était à sa fenêtre. Alors, il ne semblait pas tenir en équilibre, et un petit attroupement s'était formé en bas de la maison, lui demandant de ne pas bouger. En moins d'une seconde, l'homme à la fenêtre, qui clamait détenir le pouvoir de voler, s'élança avant de s'écraser au sol. Ses jambes s'étaient brisées avec la chute, mais cela ne semblait pas le déranger plus que ça. Plusieurs voisins m'ont aidé à le mener jusqu'à l'hospice, où j'ai passé le reste de la nuit. Ce fut la nuit la plus longue de ma vie. Les arrivées de malades n'ont pas cessé. Certains s'étaient jetés dans le Rhône, se sentant brûlés de l'intérieur. Nous avons également eu d'autres cas de défenestration et un nombre incalculable d'habitants perdus à cause des hallucinations. Après cette nuit, je ne peux me résoudre à croire qu'il s'agit que d'un effet des grosses chaleurs. Jamais de tels cas d'insolation n'ont été répertoriés. La réponse doit être ailleurs. Ce matin, le commissaire Sigaud doit venir constater les dégâts et, paraît-il, ouvrir une enquête. Espérons que celui-ci nous donne plus de réponses que mes confrères. 30 août. Comme nous le pensions, Montpellier a ouvert une enquête, mais celle-ci n'avance pas vraiment. Les cas continuent à se déclarer. Plusieurs personnes sont même décédées, mais nous n'avons encore aucune information sur cette maladie. Pont Saint-Esprit est devenu la nouvelle attraction des professeurs et médecins en manque de sensations fortes. Tous affluent, pensant trouver en un claquement de doigts la cause de ce mal, et évidemment, ils repartent toujours comme ils sont venus, sans réponse. La seule solution semblait de se réunir, mes confrères et moi, afin de partager nos hypothèses. J'ai passé des nuits à chercher ce à quoi ce mal pouvait être lié. Puis je me suis souvenu d'un vieux syndrome moyenâgeux que j'avais étudié dans mes cours d'histoire de médecine. Bien que le souvenir était flou, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette maladie, comme si mon sixième sens me poussait sans arrêt vers elle. J'ai donc épluché les archives du village et reçu confirmation à mes suspicions. Le feu Saint-Antoine, ou mal des ardents, dû à l'usage du pain de seigle ergoté, a été l'un des innombrables fléaux épidémiques ayant répandu la terreur au Moyen-Âge. Le pain, la voilà la clé. Mais oui, il me semble que mes patients ont mentionné une histoire de pain dans le récit de leurs habitudes. Tous m'ont dit être passés à la boulangerie de Roquebrien la journée de leurs premiers symptômes. J'ai donc proposé l'hypothèse à mes collègues aujourd'hui et, à ma grande surprise, aucun n'avait entendu parler de cette maladie. Mais en tout cas, ils semblaient tous très enthousiastes à l'idée d'avoir enfin une solution potentielle. 1er septembre. Ce matin, dans le journal local, j'ai une mauvaise surprise. Le docteur Gabé était en couverture et se vantait d'avoir trouvé la cause de la maladie, l'ergot de seigle. Lui qui n'avait jamais entendu parler de cette maladie avant mes découvertes de la veille semblait maintenant maîtriser complètement le sujet. Et à aucun moment il ne me mentionne ou le travail de nos confrères, évidemment. Depuis, le boulanger est traité comme un criminel. Certains s'en sont même pris à lui. Pour l'instant, rien ne prouve qu'il a fait ça volontairement et il s'agit que d'une hypothèse. Le commissaire Sigaud travaille sur cette piste et le meunier, monsieur Maillet, a été entendu par la police. Nous n'en savons pas plus pour le moment, mais cela me paraît être la cause la plus rationnelle. 15 septembre. Le meunier a été arrêté il y a quelques jours. De nombreux interrogatoires ont été menés et il a finalement avoué avoir vendu de la farine avariée. Mais aujourd'hui, le commissaire nous a demandé de faire des tests sur la farine et nous n'avons trouvé aucune trace de moisissure. Le meunier ne peut donc pas être coupable. Nous voilà donc à la case départ.
L'ergotisme ne semble plus être la cause de la maladie et nous n'avons plus de pistes valables. L'enquête du commissaire Sigaud est elle aussi au point mort. Pour ma part, je continue l'enquête de mon côté. Je pense que la piste de l'empoisonnement est la plus probable au vu des symptômes. Je me suis intéressée aux rivalités entre les boulangers, mais pour l'instant, ça ne me mène à rien. 20 septembre. Aujourd'hui, rien de nouveau. Nous semblons tourner en rond. J'ai l'impression d'être dans une impasse. Espérons que les prochains jours seront plus concluants. 30 octobre. Rien pour aujourd'hui. 15 novembre. 1er décembre. 20 décembre. 3 janvier 1952. Ah voilà, enfin du nouveau. Nous avons enfin de nouveaux éléments pour comprendre ce qui s'est passé cet été. J'ai envisagé de nombreuses hypothèses, plus ou moins probables, mais je n'arrive pas à m'enlever de l'esprit cette énigme. Il y a quelques jours, j'ai entendu un des boulangers de la ville accuser Roquebrien de traiter sa farine pour la blanchir et alors vendre plus de pain. J'ai parlé de cette possibilité au commissaire Sigaud et il m'a demandé d'analyser la farine. J'ai pas l'impression qu'il me prenne vraiment au sérieux, mais au moins il me permet d'avancer dans mes recherches. Finalement, j'ai découvert hier que la farine était bel et bien traitée et devant les résultats des analyses, Roquebrien m'a avoué l'avoir fait pour faire face à la concurrence. Malheureusement, je ne suis toujours pas satisfaite. Depuis hier, je travaille et je fais des recherches sur les effets causés par un tel traitement et aucun rapport ne fait mention d'hallucination ou d'insomnie ou de douleur gastrique. Au final, je ne suis pas plus avancée. Juillet 1952. Cela va bientôt faire 1 an que Pont-Saint-Esprit a connu cette nuit d'enfer. Le commissaire Sigaud a clos l'enquête, déclarant l'ergot responsable des hallucinations. Depuis, tout le monde au village tente d'oublier ce qui s'est passé. Plus personne n'en parle, ou alors nous le faisons discrètement, pour ne pas réveiller les traumatismes de certains. De mon côté, je n'ai pas lâché l'affaire. Mes recherches sont au point mort, mais je ne désespère pas de trouver la cause véritable de la maladie. 3 décembre 1953. Voilà un moment que je n'ai plus rien écrit d'intéressant dans ce carnet. Je me demandais même si j'allais l'ouvrir un jour. Mais une nouvelle piste semble se dégager. Elle est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais au moins, au point où j'en suis, je n'ai plus rien à perdre. Il m'arrive souvent d'acheter des journaux consacrés à des faits divers ou des mystères non élucidés dans l'espoir que quelqu'un s'intéresse à Pont-Saint-Esprit et apporte un œil extérieur. Dans le numéro de ce mois-ci, la mort d'un agent de la CIA y était annoncée et je n'avoue ne pas y avoir vraiment prêté attention. C'est Monique, la gérante du café où j'étais installée, qui m'a parlé de cet homme. Et voilà le café. Merci Monique. Bon, eh ben, tu n'as pas l'air en forme. Hein. Ne me dis pas que c'est encore le petit Lucien qui te fait des misères. Hein. Je croyais qu'il avait fini de faire des cauchemars. Ah non, rien de tout ça. Non, t'inquiète pas, c'est gentil. Bon, alors qu'est-ce que tu lis de beau ? C'est un journal qui raconte des mystères non résolus, entre autres. Oh là là, ben c'est pas très gai tout ça. Attends, fais voir, remonte-moi un peu la couverture. Attends, mais je le connais, lui. Je l'ai déjà vu. Monique, c'est un agent de la CIA. Comment tu pourrais le connaître? Écoute, je crois bien qu'il est venu il y a quelques années. Attends, bouge pas, je vais vérifier dans le registre. Olson, c'est ça? Quoi? Olson, c'est pas ça le nom du gars de ton magazine? Si. Ah, ça y est, oui, je me souviens. C'était en mai 51. Il a passé 2 semaines ici, je crois, pour affaires, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Ah, il était bel homme, hein? Attends. 1951, tu m'as dit? T'es sûre de toi? Ah ben oui, bien sûr que j'en suis sûre. Hein. Regarde, c'est écrit là, mai 1951. Et il était venu pour affaires, tu dis? Oui, un truc de scientifique, je crois. Enfin, une histoire de chimie. Tu sais, moi j'y connais rien, hein, à part l'anis et l'eau. Ce que j'avance est peut-être complètement fou, mais pour quelle raison un agent de la CIA serait venu pour affaires à Pont-Saint-Esprit? Ce pauvre homme n'a peut-être rien à voir avec la nuit du 24 août, mais peu importe, ça vaut le coup de chercher.
5 décembre 1953. J'ai demandé plus d'informations à Monique sur ce Frank Olson, mais elle n'en savait pas plus. Alors j'ai dû faire des recherches de mon côté. Dans le magazine, les seules informations sur la mort de ce Frank Olson sont succinctes. Il aurait sauté du 13e étage d'un hôtel new-yorkais, serait mort sur le coup et aurait été emporté à l'hôpital Bellevue. Mais l'article laisse entendre que cette affaire est louche. Il y a quelques années, pendant la guerre, des équipes médicales américaines étaient déployées en France pour leurs soldats. À ce moment-là, je commençais à peine ma carrière, alors je leur ai proposé mon aide. C'est là que je me suis liée d'amitié avec une infirmière de l'hôpital Bellevue de New York, justement, Betty Rogers. J'ai donc décidé de lui écrire en lui demandant si elle pouvait m'en dire plus sur la mort de cet homme. Je posterai ma lettre demain matin et j'espère obtenir une réponse rapidement. 6 janvier 1954. Cela faisait un mois depuis l'envoi de ma lettre à Betty. Je commençais à perdre espoir, mais ce matin, j'ai trouvé une enveloppe provenant des États-Unis dans ma boîte aux lettres. Je l'ai ouverte en toute hâte et le moins que l'on puisse dire, c'est que mon amie Betty me rapportait des choses encore plus déroutantes que ce que je pensais. Elle m'y explique que malheureusement, elle n'a pas pu avoir accès à l'autopsie d'Olson et donc ne connaît pas les circonstances exactes de sa chute. Cependant, elle m'assure que selon elle, s'il s'agit bien d'un suicide, il n'était pas forcément volontaire puisque du LSD avait été retrouvé dans son système. Avant même de m'attarder sur cette information, Betty ajoute que le LSD, substance psychostimulante que très récemment découverte, provoque typiquement chez la personne qui l'ingère hallucinations et perte de contrôle, pouvant aller jusqu'à la défenestration. 12 janvier 1954. Je sens que je touche enfin quelque chose du doigt. Quelque chose qui me dépasse peut-être. Maintenant que je sais qu'Olson manipulait le LSD, peu répandu, et qu'il stationnait à Pont-Saint-Esprit juste avant les événements d'août 51, je commence à avoir mes suspicions. Si c'était lui qui avait intentionnellement empoisonné une partie du village. Cet après-midi, j'ai reçu du courrier. J'étais étonnée de trouver une deuxième lettre de Betty et encore plus étonnée de son contenu. Chère Joséphine, je te demande de ne pas prendre en compte les informations erronées que je t'ai transmises sur la mort de Frank Olson. J'ai parlé trop vite. L'agitation et la surcharge de travail à l'hôpital m'ont fait perdre la tête. Le rapport d'autopsie de Frank Olson est clair. Ce dernier était totalement sobre au moment des faits et les fractures relevées font état d'une mort accidentelle. Rien d'autre n'est à mettre en cause dans sa mort. L'affaire est close. Je te demanderai de ne plus t'en occuper et de ne plus m'envoyer de lettres désormais. Take care, Kisses to Lulu. Ce n'est en rien la Betty chaleureuse et avenante de la dernière lettre. Pourquoi change-t-elle de version tout à coup ? Est-ce simplement une question de secret médical de la part de l'hôpital Bellevue ou alors est-ce que la source du problème est plus puissante qu'Olson lui-même ? 25 janvier. Je n'avance plus au niveau de mon enquête et je dois avouer que la dernière lettre de Betty m'a laissé un sentiment amer. Je devrais peut-être laisser tomber un peu l'affaire et me concentrer sur ma famille. J'ai bien peur que ce soit trop tard. Ce matin, je suis allée boire un café chez Monique et elle m'a dit qu'il y avait de nouveau un Américain dans le village. Je sais pas si ça a à voir avec mon enquête ou si c'est dû au hasard, mais j'ai un mauvais pressentiment. 27 janvier. Ce soir, je rentre du cabinet et je vois devant la maison mon mari, avec Lucien dans les bras, et des gendarmes. Nous avons été cambriolés. Toute la maison a été retournée, mais étonnamment, rien n'a été volé. Quand nous sommes retournés à l'intérieur, j'ai pu constater des dégâts, et surtout que mon bureau avait été saccagé, sûrement plus que le reste de la maison. Mon mari ne comprend pas ce qui s'est passé, mais moi je crois savoir ce qu'il cherchait. Et si c'était cet Américain venu voir ce que je savais, je n'arrive plus à dormir et je m'inquiète beaucoup pour mon mari et mon fils, Lucien. Qu'est-ce que tu fabriques? Les déménageurs attendent les derniers cartons. Papy, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ta mère? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quoi? Repose ce carnet. Mais papy, Non, tu ne dois pas te mêler de cette affaire. Elle ne t'apportera rien de bon, que des ennuis. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'à elle. On a fini en bas. Vous voulez qu'on vous prenne ces cartons? Prenez celui-là. attends, laisse-moi au moins sa photo. Oh, si tu veux. Mais on ne reparle plus jamais de cette histoire.
T'inquiète pas, Joséphine. Je vais poursuivre ton enquête et découvrir la vérité. À ce jour, le mystère persiste. Les plus rationnels penchent pour l'ergot de seigle, mais des hypothèses plus controversées alimentent toujours les rumeurs. Parafiction.